tout vous dire. Une émission consacrée aux souvenirs de Jean Renoir. Recueilli et présenté par Jean Serge. En 30 ans et 50 films, Jean Renoir a conquis beaucoup plus que la gloire. Il est devenu en réalité l'ami de chacun de ses spectateurs, un ami généreux et fidèle qui a traduit pour eux en images les histoires, toutes les histoires qu'ils ont aimées ensemble. Mais si le metteur en scène Jean Renoir est un ami intime, Monsieur Jean Renoir est un inconnu. Et c'est avec l'ambition de vous présenter à lui que nous allons lui demander de tout dire. Monsieur Jean Renoir, avec ce micro de la radiodiffusion française, nous venons vous demander de bien vouloir recevoir chez vous tous les auditeurs qui désirent vous être présentés. Je sais bien que cette méthode est très peu conformiste, mais vous aimez à répéter que nous sommes à l'époque des grands changements. Oui, bien sûr, nous sommes à l'époque des grands changements. Je crois même que les grands changements sont faits. Je crois maintenant, il est trop tard pour parler des grands changements. Mais enfin, parlons-en tout de même, si vous le voulez bien. Nous sommes un peu dans le cas d'un personnage qui vieillirait. Quand on vieillit, on ne s'en aperçoit pas. Pas du tout, n'est-ce pas? Évidemment, on est vieux. Les gens qui vous voient passer dans la rue disent « Tiens, oh, regardez donc le vieux bonhomme ». Et puis soi-même, on se regarde dans la glace et on se trouve pas si mal que ça. Puis alors un beau jour, on attrape par exemple un rhume. Et ce rhume, au lieu de durer 3 jours, dure 3 mois. Et au lieu de vous fatiguer un tout petit peu, il vous fatigue beaucoup. On a du mal à rassembler les idées. Le matin, on a mal aux reins en se levant. Et remonter les 2 étages un peu raides semble pénible. Alors, on sait qu'on est vieux. Mais sans le rhume, on ne l'aurait jamais su. Eh bien, en ce moment-ci, il me semble que la même histoire se passe avec notre siècle. Notre siècle est vieux, très vieux, et notre siècle ne le sait pas. Autour de nous, on ne parle que de jeunesse, que de changement, que d'idées absolument nouvelles et inconnues avant, n'est-ce pas? Donc je crois, voyez-vous, que le changement s'est effectué. Naturellement, chacun a ses petites théories là-dessus, j'ai les miennes aussi. Je ne dis pas que mes théories représentent la vérité. Mais enfin, permettez-moi de vous en faire part. Voilà, chacun essaye de savoir quand s'est effectué le changement. D'abord, quel est le changement? Le changement, à mon avis, c'est le passage de l'époque du spirituel à l'époque du matériel. On peut très bien imaginer que jusqu'à il y a environ 150 ans, la plupart des problèmes de l'humanité se résolvaient, ou plutôt les hommes essayaient de les résoudre, à l'aide de moyens spirituels. Je suis par exemple en ce moment-ci en train de lire une histoire absolument passionnante sur Byzance. Eh bien, il est évident qu'à Byzance, lorsque quelqu'un était tuberculeux, on ne disait pas on va l'envoyer dans la montagne. On décidait de dire telle prière en l'honneur de tel saint, de s'exposer en face de telles étoiles, la nuit, à telle date. Il y avait des formules qui n'étaient pas des formules magiques, mais il y avait des moyens spirituels de guérir la tuberculose ou de guérir les maladies vénériennes ou de guérir tout ce que vous voudrez. Aujourd'hui, n'est-ce pas, avec un peu de mépris, nous disons superstition. À mon avis, nous avons tort de dire superstition, puisque ces moyens spirituels marchaient. Après tout, les gens vivaient, naissaient, mouraient, n'étaient pas malheureux du tout. Après tout, ils nous ont laissé de fort belles choses. Encore maintenant, quand nous nous promenons dans les églises où il y a des souvenirs de l'époque byzantine, nous disons « quelle civilisation !» Alors si une telle civilisation employait des moyens spirituels, c'est que ces moyens spirituels, tout de même, devaient avoir une certaine valeur. Or, aujourd'hui, lorsque l'on a la tuberculose, on dit « Ah, il y a tant de microbes de telle nature, on fait des petites analyses, on a des petites éprouvettes, des petits laboratoires, n'est-ce pas ?» Et on envoie les gens dans des petits sanatoriums et on les guérit quelquefois. Pas plus que les Byzantins, croyez-moi. Eh bien, le passage de ce spirituel au matériel, quand s'est-il fait? À mon avis, ce qui marque ce passage, je vais vous dire ce que c'est.
Je crois que c'est l'invention du tube. Vous savez, les tuyaux. Non, les tuyaux, c'est une chose très importante, les tuyaux. Parce qu'avant les tuyaux, les hommes étaient bien obligés de rester autour des moyens de confort que Dieu leur avait donnés. Par exemple, pour avoir de l'eau, on était bien obligé de bâtir les villes et les villages autour d'un puits, autour d'une rivière. Et si l'on voulait, par exemple, avoir des communications faciles avec des voisins, on était bien obligé de se mettre en face d'une vallée qui traversait la montagne. Aujourd'hui, rien de tout ça n'existe. Nous avons trouvé moyen, par le matériel, par le culte du matériel, de détruire les barrières matérielles qui maintenaient l'existence du spirituel. Par exemple, si nous avons envie d'aller en Italie, nous ne sommes plus obligés de prendre la route du Mont-Cenis, n'est-ce pas, ou la route de la côte que Bonaparte avait terminée, la Via Aurelia, si je ne me trompe, commencée par les Romains. Non, nous prenons un avion et on passe par-dessus le Mont Blanc et on arrive à Rome extrêmement tranquillement. Autrement dit, les hommes, dans leur vanité, parce que les hommes ont toujours été vaniteux, moi-même, pour commencer, je suis extrêmement vaniteux, puisque je me permets d'expliquer le coup en ce moment-ci, alors que je n'y connais rien, mais les hommes, dans leur vanité, croient qu'ils ont vaincu les forces naturelles, et ils se figurent qu'ils ont dominé la matière. Je crois qu'ils n'ont rien dominé du tout. Alors je disais donc que le tube était essentiel. Voici pourquoi. Parce que sans le tube, on ne pourrait pas amener l'eau, les liquides, les gaz, là où la nature ne les a pas distribués. Le tube a permis des quantités de choses. Le tube a permis, par exemple, de bâtir Montmartre. Quand j'étais petit, n'est-ce pas, le tube commençait seulement. Et quand mon père était petit, le tube existait à peine. L'industrie n'avait pas encore fourni des tubes au mètre, n'est-ce pas, comme on débite du macaroni. Eh bien, le Montmartre était un village, et c'était un village parce qu'il y avait une ou deux sources, et que ces une ou deux sources pouvaient donner à boire et permettre de se laver de temps en temps à très peu d'habitants. Et aujourd'hui, bien, avec des tubes, on amène de l'eau là-haut, et il y a des grandes maisons, et Montmartre est devenu très laid, inhabitable. Oui, eh bien, les tubes, donc, ont transformé la vie. Écoutez, avant les tubes, par exemple, on ne pouvait pas avoir de machine à distiller. Ça n'existait pas. C'est la fabrication des tubes en série, de tubes en cuivre, qui a permis de fabriquer des alambics. Ces alambics ont permis de distiller le vin, les fruits, n'est-ce pas, et de fabriquer de l'alcool. Avant le tube, pas de whisky. On était obligé de s'enivrer avec du vin naturel. Alors donc, je considère que l'invention du tube, c'est le passage. Maintenant, ce passage s'est fait à peu près, disons-le, au début du 19e siècle, quand l'industrie s'est mise à fabriquer du tube en quantité. On peut dire que avant le tube, disons, enfin prenons par exemple un souverain comme Louis XVI jeune, Louis XVI, Louis XV étaient probablement plus près de Sésostris qu'ils ne le sont du président Coty, probablement. Et si je me permets aujourd'hui de vous raconter toutes ces histoires, mes chers amis, c'est uniquement parce que le hasard fait que, dans ma famille, en 2 générations, nous couvrons une quantité de temps assez grande. Mon père est né en 1841. Mon père me racontait donc des histoires de, disons-le, avant les tubes. Lorsque mon père est venu à Paris, il est né à Limoges, il avait quelques mois, il n'avait pas 1 an, je crois, il est évidemment venu à Paris en diligence. Il ne s'en rappelait pas, mais enfin, pendant encore de longues années, il était petit garçon et avait l'âge de raison qu'on circulait encore en diligence quand on voulait voyager. En tout cas, pour vous donner une idée de l'état du monde, lorsque mon père était arrivé à Paris, mon père habitait donc dans le centre de Paris, tout près du Louvre, et mon grand-père était ailleurs. Et ils avaient un voisin qui, le soir, venait prendre le café. Et ce voisin, il venait prendre le café parce que ma grand-mère, paraît-il, faisait très bien le café. D'ailleurs, ce café était encore une chose assez récente. Le café n'était pas répandu comme il l'est maintenant. Le café, c'était un petit luxe. Enfin, en tout cas, ce voisin qui venait prendre le café le soir, eh bien, il s'appelait Samson. Sa profession avait été d'être bourreau. Il avait été bourreau de Louis XVI, puis bourreau de la Révolution. Et c'est lui qui avait guillotiné Louis XVI.
Et c'était un vieux monsieur en retraite, très honorable et très gentil, qui faisait prendre le café et qui racontait des petites histoires. Je vous dis cela pour vous dire que mon père pouvait, par les histoires qu'il me racontait, me mettre en contact presque directement avec des êtres et des gens avant, disons-le, la grande invention du tube. Il pouvait me mettre en rapport, par ses récits, avec des gens qui avaient porté l'épée, qui avaient dansé le menuet, qui avaient pu entendre Mozart enfant jouer du piano.